qui va faire conversation avec nous et après, on est capable de poser des questions. Monsieur le gouverneur, vous avez encore une fois la parole. Merci, Rothschild. Tant qu'on m'a annoncé, nous avons pour nous parler de politique monétaire, de résultats, et de ça nous comptons faire par rapport aux résultats au secteur financier, ainsi que les chantiers sur lesquels nous travaillons et que nous travaillons à la Banque centrale. Alors, ministre de l'économie et des finances, on parler de rapport qui gagne entre politique monétaire et politique fiscale. Et coordination qui suppose faite pour nous capables de joindre des résultats avec la plus grande efficacité possible. Alors, pour ce qui concerne la politique monétaire, nous avons publié récemment le rapport sur la politique monétaire pour le troisième trimestre. Et qui ça que nous sommes capables de retenir dans le dernier développement? C'est d'abord que nous sommes tous capables de constater qu'il y a une reprise des activités commerciales. Et reprise, ça qu'explique, c'est une espèce de desserrement des contraintes sur la mobilité des facteurs. Le monde est capable de déplacer plus ou moins d'un point à l'autre dans l'Ouest. Nous ne pouvons pas dire que c'est la même chose, soit sortir dans l'Ouest, soit aller dans l'autre département. Mais quand même, il y a un relatif desserrement des contraintes sur la mobilité des facteurs et des personnes. Nous constatons tout qu'il y a une reprise des activités au niveau des ports et des aéroports. Et surtout, ça a été fait pendant un certain temps, et février, mars, etc. Et ça a eu des impacts sur l'offre de biens disponibles dans l'économie. On constate qu'il y a des sorties nocturnes et en même temps, il y a un meilleur approvisionnement des marchés au niveau des pharmacies, au niveau des supermarchés, au niveau des stations d'essence, nous avons un meilleur approvisionnement. Donc, c'est tout ça que nous qualifions comme étant une reprise des activités commerciales. Par contre, reprise d'activité commerciale, ça n'a pas accompagné d'une reprise des activités de production qui est même extrêmement important pour nous capables de sortir dans ça que nous capables de on trappe, on piège à la croissance négative. Et le ministère de parler de l'Italien là, nous entrons dans la 6e année consécutive de contraction du PIB. Projection que nous faisons montrer que nous avons fini l'année avec un taux de croissance négative qui est situé entre 3% et 4%. L'autre constat que nous faisons, c'est que il y a une longue période de stabilité du taux de change. Je crois que le journaliste Magic Neplan souligné ça. Et qui ça qui explique une longue période de stabilité du taux de change? Il y a un ensemble de facteurs. D'abord, BRH continue à stériliser de manière systématique les liquidités excédentaires dans l'économie à travers le principal instrument que le gain en matière de reprise de la liquidité, c'est les bons BRH. Et l'encours des bons BRH actuellement tourne autour de 19 milliards de gourdes. L'autre facteur que nous sommes capables de citer, c'est que nous avons une baisse de la demande globale. Et un indicateur capable d'illustrer la baisse de demande, c'est la baisse des importations qui est autour de 10%. Donc, moins de 10% des importations et par rapport à la dernière information que nous avons qui est disponible. Et en même temps, il y a un meilleur approvisionnement du marché d'échange. Il y a plus de dollars disponibles et c'est une offre qui est alimentée par les transferts sans contrepartie. Comme d'habitude, il y a une augmentation des transferts de 12% environ et limitez-nous à près de 3,3 milliards de dollars à la fin du mois d'août de 2024. Et dans le contexte, BRH profitait, renforcer son coussin de réserve nette de change. Là, on a tourné autour de près d'1 milliard de dollars par rapport à la fin de septembre de l'année dernière, côté de gain 354 millions de dollars. Et si on prend en réserve brute de change, évalué en mois d'importation, nous avons 6 mois d'importation et qui, quand même, c'est le double de sa standard international recommandé en la matière. Toutefois, là, nous tenons à la question magique de plan. Nous avons de fortes pressions inflationnistes en économie. 30% sous base annuelle, 1,1% en variation mensuelle. Ça qui explique qu'il y a un ensemble de facteurs qui sont liés à des rampes de situation et à l'insécurité, les droits de passage, les coûts de transport des marchandises qui finalement pourraient répercuter sur le prix final au consommateur.
Donc, globalement, c'est une inflation qui est surtout tirée par les coûts que par une quelconque expansion monétaire. Et gain, une caractéristique marché noir gain, c'est que son marché oligopolistique. Donc, c'est une structure qui permet d'entretenir un état de rigidité des prix dans l'économie. Ça a vrai en Haïti, mais ça a vrai aussi dans la plupart des autres économies. Il n'y a pas d'expansion monétaire. Il n'y a pas de monétisation du déficit public. D'ailleurs, nous sommes dit là tout à l'heure, pas de financement monétaire, malgré que dans le budget initial de 2023-2024, là, nous avons une prévision de près de 24 milliards de gouttes et cette prévision-là n'a pas été entamée. Donc, on n'a à ce jour aucun financement monétaire. Et dans le budget rectificatif, là, le ministère de l'économie et des finances ramené à zéro. Donc, zéro prévision en matière de financement monétaire. Alors, par rapport à tout ça, comment nous sommes capables d'analyser la politique monétaire de la Banque centrale? Donc, nous sommes capables de dire que c'est une politique monétaire qui est restrictive. Ça veut dire que nous avons des conditions monétaires serrées avec des taux d'intérêt directeurs relativement élevés et des coefficients de réserve obligatoire tout aussi élevés. On a parlé de 11,5% sur les bons BRH à 91 jours. On a parlé de 54% de coefficient de réserve obligatoire sur les passifs dollars, près de 40% sur les passifs en gold. Alors, résultat, ça, nous avons dit, nous avons mentionné tout à l'heure, c'est gagner en politique monétaire sérieuse, c'est d'abord une approche qui permet de nous poursuivre la stabilité macroéconomique. Mais en même temps, son arbitrage difficile nous fait à l'intérieur de cette approche puisqu'il est presque en contradiction avec la poursuite des objectifs de croissance. Quels sont les résultats? Donc, ce sont des résultats qui, en dessous de ça, n'a pas tant. Et ça qui explique, c'est un ensemble de facteurs qui ont rapport avec les déséquilibres structurels qui sont dans l'économie. Depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, nous avons un environnement qui est très complexe. Nous gagnons tout un environnement fait de crises récurrentes qui handicapent toutes les décisions d'investissement. Donc ça, c'est une façon pour me dire donc, que la réponse à cette situation ne peut pas être que monétaire. Et les autres politiques publiques doivent venir en coordination avec la politique monétaire pour adresser la question de croissance, la question de création d'emplois. Alors, même si nous avons une zone de resserrement des conditions monétaires, n'empêche que la Banque centrale, à travers l'agenda monétaire pour la croissance et l'emploi, injecté dans l'économie près de 19 milliards de gouttes de 2013 à aujourd'hui. Quels ont été les résultats? Les résultats, certainement, on peut le constater, ont été handicapés au niveau de leur efficacité par les contraintes de l'environnement. On ne peut pas, dans ce contexte-là, dynamiser les investissements. Même si on avait des conditions monétaires extrêmement clémentes, bien les investisseurs ont réfléchi en pile avant pour prendre des décisions d'investir dans l'économie qui n'a pas qu'à garantir suffisamment de sécurité. Alors, qui prochaine étape la Banque centrale vient pour le franchir en termes d'action à entreprendre par rapport à toute constatation? D'abord, on travaille pour être capable de diminuer la négativité des taux d'intérêt réels. Donc, le taux d'intérêt réel, c'est tout simplement rapprochement entre le taux d'inflation et les taux créditeurs. Donc, si on prend le taux directeur là, qui est à 11,5%, nous voyons que vraiment, même quand on a déplacement dans les bons BRH, on ressort avec des taux d'intérêt réels négatifs de 30,11,5. Et si nous prenons les dépôts aussi qui dans le système bancaire qui n'est pas rémunéré au-dessus de 3% et autres, et dans certains cas les plus élevés, dépendant du montant des dépôts, mais même là encore, même si vous gagnez 10%, 15% de taux d'intérêt créditeur sur les dépôts, vous still gagner un taux d'intérêt réel négatif. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est capable d'encourager l'épargne. Donc, c'est ça qui fait dans la réduction négative du taux d'intérêt réel, ça permet que nous favorisions l'accumulation de l'épargne en good, qui permet que nous financions des crédits, même si ce sont des crédits à court terme, puisque nous n'avons pas qu'à utiliser des ressources courtes au niveau du système pour nous financer
des emplois à long terme. C'est ça que fait notre travail parallèlement sur le marché financier. Donc, son projet qui a annoncé depuis quelque temps n'a pas avancé avec lui. L'environnement fait que nous n'avons pas qu'à avancer aussi rapidement que nous avons souhaité. Nous travaillons tout pour adresser la question de croissance là, sous on revisite l'agenda monétaire pour la croissance et l'emploi. Nous avons essayé de réorienter les priorités sur le plan stratégique pour nous amener les ressources vers le financement des petites et moyennes entreprises qui ont un très fort potentiel de création d'emplois, qui ont un fort potentiel de création de valeur ajoutée. Donc, c'est un vecteur de croissance dans l'économie. Je vais tout annoncer donc que très bientôt, la Banque centrale, le ministère de l'économie et des finances, avec ses partenaires, dont la USAID, va publier les résultats de Finscope PME, qui c'est une enquête exhaustive qui était réalisée sur micro, petites et moyennes entreprises dans l'économie, qui a un ensemble de caractéristiques qu'on positionne par argent, les chiffres d'affaires, etc. Donc, sur base de ça, nous parlons que nous sommes capables de faire une catégorisation entre ça qui est micro-entreprise, ça qui est petite entreprise, ça qui est moyenne entreprise, et ça permet que l'autorité gagne des outils pour mieux calibrer les décisions de politique publique, ça permet que les bailleurs qui sont intéressés à encadrer le secteur, ça, eh bien, il y a bien suffisamment d'informations. Alors, comme conclusion partielle de la première partie, ça me se dit là, on a dit que nous avons actuellement un potentiel énorme de rebond sur lequel nous pouvons bâtir, sur lequel nous pouvons adresser cette question de croissance. Mais la condition sine qua non, c'est la question sécuritaire. On doit adresser la question de sécurité pour qu'on soit en mesure d'attirer les investissements. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été délocalisées par des bouquets et autres, et ça, nous parlerons un petit peu plus tard, causer des problèmes au secteur financier. Et nous avons évoqué ça un petit peu plus tôt avec le ministre des Finances qui a parlé de l'impact crise sécuritaire là sur le secteur financier. Alors, nous arrivons directement à là dans le secteur financier. Nous avons parlé dans un rapport que nous avons publié déjà de l'impact insécurité sur les ressources humaines. À la fin du premier trimestre de 2023-2024, nous avons près de 626 personnes qui ont quitté le secteur, des cadres qui partent. Mais, en même temps, situation qui a affecté l'entreprise, qui ne fait pas qu'à fonctionner, ça qui obligé de fermer. Nous avons des difficultés pour honorer l'engagement envers le secteur financier. Ça qui fait que le prêt délinquant dans le système a augmenté par rapport avec la période avant. Là, on a parlé d'environ 12,7% comme taux des improductifs dans l'économie. Ça veut dire que c'est des entreprises qui sont en mesure pour repayer normalement leurs engagements, leurs dettes envers le système financier. L'autre problème système financier encore, c'est que il a fait face à des coûts d'exploitation relativement élevés, puisqu'il est obligé de renforcer les dépenses en matière de sécurité pour les cadres qui ont laissé le système bancaire, le système financier. Eh bien, ces institutions-là ont été obligées de doubler les postes et, dans certains cas, de les tripler. Donc, toute dépense ça fait que le coefficient d'exploitation des entités du système financier est en augmentation. Et toutes les entités du système financier sont concernées par cette situation. Qu'il s'agisse des institutions de microfinance, des banques commerciales, des caisses d'épargne et de crédit, sont tout affectés par la situation. Nous sommes capables de parler d'environ 59 succursales de banques qui étaient soit vandalisées. Il a fait face à des coûts d'exploitation relativement élevés, puisqu'il est obligé de renforcer les dépenses en matière de sécurité pour les cadres qui ont, dans le total, ça concerné le secteur commercial que nous avons parlé tout à l'heure, qui ont certaines reprises que le montrer par rapport à
à période récente. Là. Au niveau des entreprises débitrices du système, ça a fait entreprises qui gagnent dette envers le système. Nous avons 307 qui est en difficulté de repaiement. Il y a près de 174 ans pour nous là sur le tableau, 174 entreprises qui ne sont pas vandalisées, qui ne sont pas fermées, mais qui de toute façon ont une situation de dysfonctionnalité. Les IMF, les institutions de microfinance, ils ont une situation tout aussi difficile. Il y a près de 17 000 micro-prêts qui sont en difficulté et près de 969 petites et moyennes entreprises qui sont vandalisées ou non vandalisées, mais qui, dans tous les cas de figure, sont des entreprises qui sont fermées. La décision de la Banque centrale d'accorder des moratoires aux débiteurs du système, son bagage que nous avons introduit depuis COVID, que nous renouvelons à la faveur de crise qui a affecté la situation d'entreprise. À date, il y a près de 117 moratoires que le système a accordé. Et sur 117 moratoires, ça revient 80, c'est le système bancaire. Et le reste, c'est des institutions, des autres institutions financières, qu'il s'agisse d'institutions de microfinance ou bien caisses d'épargne et de crédit. Moratoire, nous sommes conscients que ce n'est pas une réponse qui est curative, qui est capable de permettre de résoudre, d'adresser les problèmes qui gagnent dans le secteur. Mais c'est quand même une décision qui permet à l'entreprise de faire souffler en attendant que vous joignent un espace pour fonctionner, pour capable de dégager un certain niveau de profitabilité, permettre que vous grandissez et faire face à l'engagement par rapport à système financier. Et moi, je prévu pour nous parler de l'inclusion financière. Mais comme nous avons publié récemment un rapport sur l'inclusion financière pendant 10 ans que nous avons introduit, donc peut-être que nous sommes capables de retourner dans des séances questions-réponses sur ça. Mais nous avons préféré parler qu'on y a de l'autre chantier que nous travaillons sur eux en la Banque centrale. D'abord, moi, je mentionner la question du marché financier avec le volet du marché obligataire. L'idée, c'est que jusqu'à présent, les bons du Trésor émis par le ministère de l'Économie et des Finances, c'est seulement des acteurs institutionnels qui sont capables d'acheter. Le projet, c'est d'élargir les bons du Trésor à des acteurs économiques individuels. On n'a pas avancé dans le chantier ça. Deuxièmement, nous avons des discussions que nous engagées avec l'association professionnelle des banques à travers la commission paritaire APB-BRH, côté que nous demandons pour prendre des dispositions pour améliorer la qualité de l'accueil et des services bancaires offerts à la clientèle. Nous travaillons tout sous un module de protection des consommateurs qui est un pilier de la stratégie nationale d'inclusion financière. Nous avons avec nous et M. Delem, le membre du conseil, c'est lui-même qui a coordonné le travail qui a un rapport avec le module protection des consommateurs de services financiers. La circulaire 114. Bon, nous t'ai introduit dans l'économie, nous connaissons pour qui ça là, sur qui façon pour nous payer transfert au niveau des banques, au niveau des sous-agents, au niveau des maisons de transfert. Nous avons là procédé à une évaluation de 114. Pour nous, ouais, qui dérive qui gagne, qui écart qui gagne par rapport à disposition que nous te prévoyons, qui écart qui gagne par rapport à objectif que nous te visé dans le circulaire 114. Et probablement, nous avons acheminé nous vers un amendement de 114 ans. Et un autre point concerné le capital humain. On t'a parlé tout à l'heure de l'impact insécurité à gagner sur la fuite des cerveaux, sur le départ des membres du personnel qualifiés au niveau du système financier. Tout secteur confronté à la situation, ça, que dans le secteur financier, que dans le secteur réel. Mais on a parlé là de secteur financier. Et il fait face non seulement à un déficit, à une perte de ressources humaines,
Mais même avant peut-être ça, tu as gagné des déficits pour ce qui concerne l'ensemble de filières, ensemble de compétences. Par exemple, technologie. Si vous avez besoin d'un administrateur de base de données, un administrateur de réseau, eh bien, si tu es dans le système financier, on a battu entre eux pour être capable d'attirer peu de professionnels qui existent en offrant des conditions compétitives par rapport avec le plan. Maintenant, en dedans Banque centrale, nous réfléchissons par rapport avec l'apport que nous toujours porté pour la formation du capital humain. Nous envisageons un programme de formation en technologie. Donc, qui permet de nous renforcer la compétence numérique, les compétences numériques dans l'écosystème financier. Et c'est en partenariat avec 4 universités et centres d'enseignement supérieur. Donc, filière que nous avons considérée, c'est administration de bases de données, administration de réseaux, cybersécurité, intelligence artificielle. L'objectif, c'est d'arriver à former entre 150 et 200 étudiants sur un horizon de 3 ans. Et c'est avec des degrés de diplôme qui sont dans certificat pour arriver jusque dans le doctorat. Ils sont capables de concerner toutes les régions, pas seulement dans Port-au-Prince, mais dans toutes les régions du pays. Il y a un centre d'enseignement supérieur qui déjà commencé avec le programme là. Nous pourrons gagner des annonces publiques et pour tout le monde qui est intéressé, capable d'aller inscrire dans le programme ça, que Banque centrale pour le financer et éventuellement nous sommes capables de faire un partenariat avec la Banque mondiale, avec laquelle nous avons discuté pour un appui financier au démarrage, enfin, disons, à faire avancer ce programme. En matière toujours de formation de capital humain, il y a dans le système financier un déficit de monde qui forme en comptabilité, en audit. Avec INAGE, avec OCPA, nous avons introduit un programme que nous appelons PERMAC. C'est le programme élargi de renforcement du marché de l'audit et de la comptabilité. Donc, c'est un programme qui est en cours. En même temps, nous avons l'autre programme. Et avec les UPR, les universités publiques en région, c'est toujours pour adresser la formation de personnel pour le système financier en audit, en comptabilité. Et donc, ça, si nous voulons, c'est contribution par BRH dans adresser les questions économiques et financières. Adresser aussi par rapport à responsabilité sociale, toute entreprise doit gagner une question fondamentale qui c'est la formation du capital humain qui est nécessaire pour augmenter de manière durable la production en Haïti. So, je vais camper là et on va trouver espace pour poser des questions auxquelles nous sommes capables de porter des réponses. Donc, moi-même, porter des éléments de réponse, mais je me conserve avec là capable de compléter le cas échéant. Merci. Merci, gouverneur. Cette fois, bon, aller avec nous. On va ta conversation sur plusieurs points, notamment l'impact crise sur l'institution financière, projet BRH, comment on n'a pas avancé, etc. Donc, nous permettre que on fille pose une question. Alors, merci. Bonsoir à tout le monde. En fait, moi c'est Rachel Saint-Fort, moi représente Télévision nationale d'Haïti dans la conférence. Non? Alors, moi, entendons avec attention, monsieur le gouverneur, et question pas maintenant, il y a plusieurs volets, bien dit. Donc, moi, ma fond tirer sur question moratoire que nous-mêmes nous accordé avec les gens qui ont prêt improductif. Alors, ça que nous sommes capables de les prêts délinquants, si nous sommes capables de dire. Alors, moi, qu'on est moratoire, c'était jusqu'à 30 septembre que l'État payé. Est-ce que, en fait, décision ça qui te prend par rapport avec insécurité, impact insécurité qui permet et moun sa ou fin gen taux délinquance. Donc, insécurité est toujours là. Est-ce que nous-mêmes nous prévoyons pour nous renouveler li? Ou bien qui c'est qui sa décision est par rapport avec question moratoire sous prêt yo? Deuxième volet question que moi t'a posé ou donc dans ça que nous-mêmes nous gagnons comme chantier yo. Donc, vous précisez que nous travaillons sur un modèle de protection en fait pour consommateurs dans le cadre de services que financiers. Moi, je me connais, est-ce que
et ça gain pour ouais avec mettre campé un bureau de contestation, capable dire. Donc, agents économiques, même qui pas satisfait de services financiers, de produits financiers, est-ce que eux même sont capables de possibilité pour avoir un espace que côté que a venir pour venir porter et problème yo, ça qui dérange yo et on fait on côté pour parler donc pour venir dire problème yo et que connaît tout après y a joindre satisfaction par rapport avec problème qui posé yo. En fait, l'autre question que me t'a posée, dernière question pour bien dire, qu'on est dans loi 17 août 1979 là même qui crée BRH là. Donc, il assimilé en ensemble de rôles, de fonctions, de missions, capable de dire. Alors, moi, ma chita sous principale mission que li gagne, c'est pour garantir stabilité système financier. Donc, permettre que les bien fonctionner. Alors, moi, si je rentre dans le système financier pas nous, en Haïti, moi, c'est à 90% bancaire. C'est-à-dire par rapport avec toute institution qui la donne, moi, c'est banquier qui plus présent dans le niveau système. Non. Ça qui fait que nous pas vraiment un marché financier qui est vraiment développé. Et nous, les coopératives, même un pourcentage qui est vraiment bas. Et l'on garde des rôles coopératives par rapport avec question de développement, comment on est capable d'aider. Donc, je connais, est-ce que nous-mêmes, en fait, au niveau de BRH, est-ce que nous gagnons et dans la décision que nous prenons pour permettre que le marché financier haïtien en lui-même, parce que c'est là nous-mêmes nous la politique monétaire, nous, donc c'est à travers le système financier. Est-ce que nous prévoyons prendre des mesures qui facilitent l'élargissement du marché financier, permettre que l'autre structure, l'autre institution financière, même capable d'occuper un parc qui est plus grand, tant comme capable de CEC. Donc, et d'ailleurs, qu'on est tout, et par rapport à CEC plus précisément, qui ça que nous gagnons en termes de politique nous pour encourager CEC, surtout ça qui n'est pas formalisé. Donc, et c'est coopératif même qui fonctionne dans le secteur informel là. Donc, qui ça que nous-mêmes nous faisons pour nous capables de rapatrier dans le secteur formel là. Merci. Et je souhaite que la prochaine fois, bon, peut-être les 3 dernières questions qu'on allait directement comme si, pour nous capables d'avancer plus. Monsieur le gouverneur. Merci pour cet ensemble de questions. Je pense que il y a des questions pour tous les autres journalistes. Alors, pour la question des moratoires, nous avons parlé de lui, nous avons dit dans quel contexte que nous sommes venus avec lui, qui limite lui et qui ça le permet que nous fassions à court terme. Est-ce que nous avons actuellement une décision pour nous renouveler? On travaille sur ça, même si c'est 30 septembre, mais il y a un dialogue que nous établis, que nous engageons déjà avec les institutions financières, notamment les banques commerciales pour nous. Et quelle est la mesure la plus appropriée sur un quelconque renouvellement que nous sommes capables d'annoncer public. Là. Donc, pour le moment, on travaille sur ça, mais nous ne pouvons pas dire rien sur si nous avons renouvelé. Pour ce qui concerne la protection des consommateurs de services financiers, bon, est-ce que son bureau, oui, et peut-être m'a quitté mettre de l'air des détails, mais nous avons introduit à travers la direction de communication, il y a quand même espace côté monde capable de relayer pour poser questions, mais en même temps tout, vous êtes capable d'exposer doléances. Mais nous-mêmes, nous pas gagné légalement prérogative pour nous suite à des plaintes d'abus subis par les consommateurs de services financiers. C'est ça que fait à travers la stratégie nationale d'inclusion financière, protection des consommateurs. C'est un pilier, mais c'est consommateurs de services financiers. On travaille sur ça et sûr que on recevoir des plaintes et des contestations et que Banque centrale a assuré sur base de ça, nous allons mettre en place la création office, enfin, je ne sais pas comment parler, mais il y a une structure côté que nous prenons en compte, disons, les doléances des consommateurs. Et certainement, il y a un fondement légal qui permet que la Banque centrale agisse dans le cas. Mais
si il s'avère que même en absence de structure, ça, il y a un cas avéré d'abus que une institution financière exercer sur un consommateur de services financiers, la Banque centrale est capable d'intervenir et pour y adresser ces questions-là, ne serait-ce que sur la base de questions éthiques, de persuasion morale. Et banque là connaît tout que Banque centrale, s'il bah, on lettre de blâme pour mauvaise conduite, qui implication ça a bien sur réputation. Donc, M. Delay me dit que me dit tout, donc il ne va pas ajouter rien. Et pour ce qui concerne la stabilité du système financier, c'est vrai que nous avons un système qui est composé majoritairement de banques commerciales. Ça, c'est une caractéristique qui était toujours là dans l'économie depuis un certain temps. Et même si, en même temps, nous avons des banques absolues. Par exemple, nous connaissons que Citibank sorti dans ce système-là. Donc, nous avons un nombre de banques commerciales qui est réduit. Mais il y a plusieurs façons de capables. Il y a des gens qui pensent que par rapport à la taille de cette économie, nous avons 3 banques. Par exemple. Mais en même temps, si on a bien regardé, il y a un foisonnement de nouvelles institutions financières, notamment pour ce qui concerne les fournisseurs de services de paiement électronique, les FSP. D'ailleurs, nous-mêmes sortis, on garde là en termes de ligne directrice pour toute compagnie, tout le monde qui veut entrer dans le commerce, paiement électronique. Donc, il y a un certain nombre d'entreprises en matière de paiement électronique qui entrent sur le marché. Hein. Et actuellement, il y a 5 et il y a une bonne demande qui est en traitement au niveau de la Banque centrale. Pour les coopératives, nous avons 65 coopératives. Nous avons d'autres institutions, nous avons des maisons de transfert, qui sont toutes des institutions, des institutions financières. Nous avons des sociétés de financement, etc. Donc, nous avons un système financier qui quand même a élargi, en dépit que nous avons une situation économique qui est précaire, une situation économique qui est difficile. Les banques centrales ont encouragé justement l'entrée de nouvelles entités dans le système financier. Pour les coopératives, oui, il y a des coopératives qui ont fonctionné sans que pas dans une structure légale côté représenté et côté respecter les règlements, les dispositifs que la Banque centrale mettait en place, que la direction de l'inspection générale des caisses populaires de la Banque centrale a suivi. Mais toujours un accompagnement avec le CNC pour entité ça ou pas formelle passer dans une situation de formalisation. Ce sont des structures extrêmement importantes pour nous parce que nous permettent d'adresser la question de l'inclusion financière. Parce qu'ils offrent un service de proximité et au présent côté que les banques commerciales et les institutions financières traditionnelles par exemple. Autre question? Duval. Monsieur le gouverneur, Fred Duval pour le Nouvelliste. Une nouvelle au matin, c'est que les institutions financières qui n'ont couru, privées ou publiques, à cause d'un pays, par contre, si je bien comprendre. Et comme c'est l'État qui défaillant, qui fait que l'insécurité a mis entreprises en difficulté, qui ça l'État prévoit pour supporter le secteur bancaire là, si tu as une défaillance? Et, bon, écoutez, si nous regardons le système bancaire d'une manière générale, c'est normal que nos situations aussi délétères sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, pour gagner des difficultés pour les entreprises débitrices de respecter l'engagement par rapport à l'institution financière. Donc, moi, je dis que gain 12,7% environ du taux des productifs dans l'économie pendant le 3e trimestre, qui sont en augmentation par rapport à 8% que nous avons gagné à la fin du 1er trimestre. Mais par rapport à moyenne, ça, il y a des écarts assez importants. Il y a des banques qui ont gagné 20%, mais qui ont à travers réalisation d'actions en paiement ou bien l'autre forme de garantie qui passait à 1% ou bien à 2%. Et il y a des institutions financières qui sont très solides sur le plan de la qualité de leur portefeuille. Mais nous avons des cas qui sont très difficiles avec une augmentation des improductifs. Et nous sommes capables de dire BNC, c'est un qui a un taux d'improductif relativement élevé parce que les gens
exposition par rapport à des entreprises qui ont des prêts la Cali, qui sont situés dans des zones difficiles, qui en cessation d'activité. Donc, nous presque comprenons que c'est des explications normales pour les institutions qui ont exposition par rapport à des entreprises en situation de difficulté. L'autre banque là, c'est la BPH. Bon, BPH, c'est un petit banque et qui était toujours en difficulté. Et peut-être que nous avons parlé de ça tout à l'heure, il y a des décisions que tu prends au niveau de la gouvernance de BPH. Et donc, c'est pas une nouvelle information, c'est pas une nouvelle situation pour la BPH. Ce qui est nouveau, c'est peut-être le cadre de la BNC, mais sur lequel le conseil de gestion en place a travaillé. Mais si nous prenons à large situation secteur financier, le ministre de l'économie et des finances a parlé de rapide crisis assessment qui c'est RCIA. Donc, c'est une évaluation qu'il a fait de l'impact crise en sur tout secteur. Nous-mêmes, en Banque centrale, nous avons fait bien avant une évaluation de ce qui passé dans le secteur financier. Nous avons probablement pour nous présenter le rapport ça et ça me saute nous comme quelques éléments d'information pour les différents secteurs fait partie de donc, nous travaillons avec l'autorité, avec l'autre autorité dans l'État, nous travaillons avec des bailleurs, des PTF, des partenaires techniques et financiers, pour nous voir comment nous sommes capables d'apporter un appui technique ou autre à institutions, que les institutions financières, que les institutions, les entités qui évoluent dans le secteur réel, comme les petites et moyennes entreprises. Bonjour, Samuel Céline, Radio RFM. Dans l'intervention du gouverneur, tu as bossé ça, parce que souligné en pile, sous réviser, circulaire 114, 114-1 qui vient pour avec transfert sans contrepartie. C'est 3, voilà. Je me demande, est-ce que c'est fort, est-ce que c'est circulaire ça, vraiment ça qui pour avec la question transfert, parce que les autorités ont adopté décision ça dans le pays d'Haïti, il fait un pile plein, beaucoup de monde qui vivent de transferts sans contrepartie, vous connaissez ça nous vraiment rien et une petite explication en plus. Et en fait, c'est que après une évolution. Nous sommes dans 114.1, 114.2, 114.3. Et c'est le propre de la législation. Chaque fois que vous mettez en place en réglementation, en dispositif légal de contrôle, l'évolution sur le terrain dans la pratique demandée pour faire des ajustements. Et c'est ça qui fait expliquer nous sortons dans 1, dans 2, dans 3 et possiblement nous parlons dans 114.4. Donc, on travaille sur l'évaluation. Il y a peut-être des échos d'abus que nous recevons de la part de la clientèle sur le monde qui parle payer au transfert d'argent, ou supposé payer, qui pas respecter toi avec lequel pour payer. Donc, on a évalué toute dérive, tout écart qui vient par rapport à l'objectif Banque centrale été fixé pour nous capable porter les correctifs nécessaires. Donc, nous arrivons à la fin de l'évaluation, ça peut-être que nous partager les résultats. Ça. Mais déjà, nous connaissons par exemple, il y a certains bénéficiaires qui allaient au niveau des bureaux d'argent de transfert. Il y a toujours l'argent manqué. Il m'a 50 gouttes, 25 gouttes, il y a de monnaie, etc. Mais ça, c'est une violation du droit consommateur. Nous n'avons pas adressé parce que, en principe, nous connaissons que dans les régions où il y a un problème d'approvisionnement du cash, effectivement, nous travaillons sur lui. D'ailleurs, nous avons une réunion que le directeur général a présidé avec le directeur des opérations des banques commerciales pour nous voir comment nous sommes capables d'alimenter en cash et les succursales de banques et les autres institutions financières qui sont en dehors du Port-au-Prince avec un système de transport que nous avons mis en place, qui est même commencé. Donc, pour des questions de sécurité, nous n'avons pas trop de détails, mais c'est un problème que nous avons essayé d'adresser. Mais chaque fois que nous parlons de abus, c'est parce que leur agent de transfert, là, par exemple, ou bien un commerçant dit client que il n'a pas de cash pour le payer, mais par contre, s'il accepte de payer
ils ont 10%, la besoin. Donc, finalement, ce n'est pas un problème de disponibilité vraiment. Donc, c'est tout ça qu'on a adressé dans l'investigation. Gouverneur, et bien content d'évoquer le problème de liquidité pour les institutions financières région et il relayer dans sa des nouvelles non ça les moniaux aller dans l'institution yo pas qu'à joindre cash. Maintenant où est Fleur Italia question improductive pour BNC et BPH. On connaît que des commissions banque participer dans mettez des membres banque dans gestion de institutions bancaires ça yo globalement quelle situation financière BNC et BPH pour l'instant. OK. Pour la BNC, BNC nous dit que il y a une situation au niveau du portefeuille de crédit, côté il y a un taux d'improductif qui est peut-être deuxième dans le système après BPH. Et nous expliquer pour qui ça tout, parce que on sait d'entreprises qui étaient prêtées comme dans BNC, qui ont difficulté pour repayer et BNC et l'argent que l'on prêté la main, donc qui fait que portefeuille là il mérite à adresser et conseil de gestion à travail sur le recouvrement des créances. Maintenant, est-ce que BNC est en faillite? Non. BNC n'est pas en faillite. Est-ce que BNC est toujours bien capitalisé? Oui, BNC est bien capitalisé et niveau de capitalisation BNC pas trop loin de la moyenne de la capitalisation des autres institutions financières. Il y a l'autre problème que nous avons adressé dans BNC en termes de besoin de renforcement du contrôle interne, besoin de renforcement des dispositifs de contrôle et de surveillance des risques. Et c'est problème ça, c'est besoin ça que nous n'avons pas adressé dans BNC, mais pas gagné et une situation dans BNC côté BNC en faillite ou bien en difficulté financière. Pour la BPH, nous disons déjà, BPH c'est une banque qui est en situation difficile et là on a parlé depuis 2016. Si nous avons songé, il y a plusieurs comités de restructuration qui ont été mis à la tête de la BPH pour adresser le problème. Ils ont recapitalisé au moins à 2 reprises, mais jusqu'à présent, pas nécessairement au niveau de la gouvernance, mais au niveau de certaines pratiques qui fait que BPH était une banque qui est faible. Donc, actuellement, il y a des fonds propres qui sont négatifs et il y a un portefeuille improductif, presque la totalité de son portefeuille improductif. Mais, étant donné le poids de la BPH dans le système, il n'est pas fait de la BPH une banque systémique tant que la BNC. Donc, il y a un bagage qui passe en BPH, pas de effet diffusif sur le reste du système financier. Donc, conseil de gestion là, pour le travail sur à peu près même bagage avec BNC, et dispositif de contrôle interne et recouvrement de créances. Mais ce qui est différent par rapport à la BNC, c'est que la BNC n'est pas en faillite. Et il y a un aspect mandat conseil comité de restructuration parce que nous avons un comité de restructuration dans BPH, mais nous avons un conseil de gestion dans BNC. Comité de restructuration dans BPH gagne pour le produit dans les 90 jours depuis l'heure que l'on installé, il y a un rapport sur la situation que l'on joigne et il gagne tout pour faire des recommandations par rapport à qui ça l'État gagne pour le faire ou bien que le cas fait avec la BPH sur le plan stratégique.